Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, nous laissons de la place pour les vieux. Ah oui, les vieux. Parce qu'il faut toujours se lever dans les transports en commun pour laisser sa place à ceux qui en ont besoin. Donc c'est important qu'on leur laisse de la place, ça c'est une évidence. L'autre évidence, c'est qu'on va très mal utiliser le mot vieux dans ce podcast. Parce que le titre, c'est parce que c'est une nouvelle hype, évidemment il faut prendre ça avec un peu de recul. On va utiliser le mot vieux simplement en opposition à jeune ado de 12 à 15 ans. Voilà, puisqu'on va s'intéresser d'abord à des personnages qui ont entre 25 et 32 ans, ils sont donc de plus en plus représentés comme des héros de manga dessinés historiquement aux plus jeunes, comme dans Sakamoto Days, Kaiju 8 ou Spy Family. Voilà, ça c'est des mangas qu'on va mettre dans cette catégorie avec des personnages de cette catégorie, mais bon, c'est pas pour ça qu'ils sont vraiment vieux. Je tiens à rassurer tout le monde parce que je sais déjà qu'on va avoir des plaintes juste avec le titre de l'émission. En tout cas, ces personnages vieux, ce n'est d'ailleurs pas si nouveau que ça, il y a eu d'autres vagues. Si par exemple, je vous dis quoi ? Je vous dis, attendez le temps que je récupère ma feuille. Si je vous dis Kenshin Nimura, si je vous dis Kenshiro dans Hokuto no Ken, Gintoki, Onizuka, Ryo Saeba, Dio et Jonathan Joestar. Alors, dans quel ordre vous me mettez tout ça ? On commence par le plus jeune, le plus vieux. Le plus jeune c'est qui ? Dio. Ouais, moi je dirais Dio. Ouais, les deux. Alors déjà, ils sont enfants au tout début et ensuite ils ont la vingtaine. Ça va. Après, il a 20 ans pour Forever. Après, il a 20 ans pendant Forever, effectivement, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on mettrait après ? Onizuka. Non, mais justement, Onizuka, GTO ou Young GTO ? Excellente question. Moi, je pense à Onizuka de GTO. Ah, d'accord. Tu le mettrais juste après, toi ? Bah oui, si on fait GTO. Moi, 22 ans, il avait 22 ans. 22, ouais. Moi, je pense qu'il y a un piège avec Hokuto no Ken. Parce qu'il a tellement une tête de daron que doit y avoir un piège, tu vois. Pour moi, il a 45 balades. Mais j'ai vécu. J'ai du vécu. Cagnard, je te propose de te balader sur les forums de Hokuto no Ken et tu verras des débats, de discussions sur l'âge de Kenshiro. Parce que ça n'a pas été fixé par l'auteur précisément. Donc tu vois, j'avais raison de me dire qu'il y avait un petit piège sur celui-ci. Il aurait entre 20 et 25 piges au début. Ouf. Ah ouais. Donc il est un peu avant, un peu après Onizuka. Techniquement, il serait avant Onizuka. Ou un peu après, ça dépend. Vas-y. Et Kenshiro connaît pas son vrai âge entre 20 et 25, donc ils sont. Allez, 25, bam. Et entre Gintoki et Ryo Saeba, c'est qui le plus jeune ou le plus vieux ? Et Kenshin alors, le Mais plus je pense qu'il y a une douille aussi là-dedans. Gintoki, il a 27 ans. 27 ans, au début. Donc, et Kenshin, il a 30 passés. Non, il a 28 ans. Ah merde. Tu vois, il a pas encore passé la trentaine. Et Ryo Saeba alors ? Ouais, 30 piges. Ouais, large. En fait, on connaît pas son âge officiellement non plus. Bah lui non plus, mais. C'est ça. mais a priori, d'après ce qu'il aurait connu et tout ça dans sa vie et ses missions passées, il aurait plus de 30 ans. Et c'est plus pratique avec les keufs. Vaut mieux qu'on sache pas son âge. Quelque part, c'est mieux. Bon voilà, on a fait un petit point sur plein de personnages âgés. Les vieux deviennent-ils à la mode dans le manga ? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la 5e de couvre. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Nous vous souhaitons la bienvenue dans la 5e de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer, aimer le manga, mais avec des vieux dedans. Avec nous, ceux qu'on imaginerait bien sur un banc toute la journée à critiquer les gens qui passent devant eux. Salut Julie, salut Cagnard. Bonjour. Salut. En fait, c'est-à-dire que c'est à peu près ce que je faisais pendant mon adolescence, donc ça va. Ma vie de vieux n'aura pas trop bougé. Les vieux du Muppet Show, c'est vous deux en fait. Ouais, moi j'aime bien me poser sur un banc, regarder les gens. Nous sommes la 5e de couvre et nous sommes sur les réseaux sociaux. Si vous voulez bavarder, papoter ou être outré, n'hésitez pas. Insta, Facebook, Discord ou Twitter. Et pour ne rater aucune émission, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Avant, les vieux dans le manga, c'était des mentors. Des mentors pour les plus jeunes, des maîtres, des grands-pères. Des fois, c'était des maboules aussi, les vieux dans les mangas. Mais maintenant, ce sont les héros. Oui, de plus en plus de vieux sont des héros de shonen manga en ce moment. Quelles sont les raisons de cette hype soudaine pour des personnages de plus de 20 ans ?
Vieillissement du lectorat ? Sûrement. Mais est-ce que c'est la seule raison et plus largement pourquoi les personnages âgés sont-ils si importants dans le manga ? Car cette fameuse hype imaginaire est bien souvent seulement là où on a envie de la voir, évidemment. Donc regardons surtout ce qui se cache derrière tout ça. Donc avant de commencer, on va parler du mot vieux. Je l'ai dit dans l'intro, ce mot vieux. On va un petit peu l'user et s'en amuser évidemment, parce que non, les héros de Sakamoto Days, de Kaiju 8 ou de Spy Family ne sont pas des grabataires. Non, ils sont pas dans le 3e âge. Mais d'une certaine façon, ils sont vieux. Ils sont vieux par rapport à l'âge moyen des héros de manga d'action et d'aventure que l'on voit au firmament des ventes de manga, ceux qui trustent les ventes habituellement. Et vieux par rapport au lectorat supposé auquel s'adressent ces publications japonaises de ce type. Et donc... sinon, autour de cette table, on serait dans ce cas-là tous très, très, très vieux. On n'aurait pas notre place. On ne serait pas en tout cas personnages principaux de shonen, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, ça c'est clair. On va donc parler de Sakamoto Days, de Kaiju 8 et de Spy Family dans cette première partie d'émission. Ce sont donc 3 shonen manga à succès, enfin au Japon pour les 3 et en France pour au moins 2 d'entre eux, puisque Sakamoto Days ne sort que cette semaine. Et ils ont un point commun, c'est d'avoir donc des héros d'un certain âge, des adultes, avec des responsabilités d'adultes, qui doivent donc payer des factures d'adultes et qui n'ont plus forcément envie de partir à l'aventure à la recherche de leur papa, parce qu'il est probablement déjà très vieux, et ils ont bien d'autres motivations. Donc pourquoi autant de personnages âgés, et plus âgés qu'avant en tout cas, dans des titres qui marchent ? Eh bien, première réponse, c'est parce que effectivement, je pense que le lectorat consommateur, mais qui consomme massivement, a vieilli au Japon. Je pense que le pic de la pyramide d'âge a évolué et qu'elle est moins âgée, quoi, tout simplement. Et soit il y a toujours eu des gens assez âgés pour acheter des mangas au Japon, dans le monde entier, pour en lire. Mais je pense qu'ils prennent de plus en plus une place importante pour les éditeurs japonais et qui représentent un segment plus important qu'auparavant. C'est eux qui ont le pouvoir d'achat. Enfin, quand tu compares avec les avant, débuts des Shonen Jump où ils calculaient en fonction de l'argent de poche des enfants. L'argent de poche il a un peu plus augmenté là, je pense. C'est aussi ça. Je pense qu'ils ont toujours eu en vue ce lectorat plus âgé, parce que même si on regarde des séries plus vieilles, tu vois, je vais prendre Yu Yu Hakusho, le héros a pas 8 ans. Yusuke, il a pas 8 ans. Il a 17. Il a 17, mais tu vois, il est déjà à la fin du lycée en soi, tu vois. Donc je pense qu'ils ont toujours... entre 17 et 32, tu vois. Oui, on est d'accord qu'il y a une différence, mais je pense qu'ils ont toujours eu un petit œil là-dessus pour... Tu vois, si tu pars du principe que le Jump est un magazine où il y a plusieurs titres, mettre des héros de différents âges, je pense que ça te garantit aussi d'être sûr qu'au cas où, on va pas louper un lectorat un peu plus vieux quand même. Mais le fait d'avoir des personnages, tu vois, de différents âges, ça permet aussi d'aborder des thématiques plus variées, ou même des approches ou des angles plus variés en fonction des différences d'âge. Parce que comme tu disais tout à l'heure, les problématiques d'un gamin de 12 ans et même de 17 ou 32, ça va pas être les mêmes façons d'aborder les choses. Même si le problème peut être le même. Ouais, et puis même pour le lecteur, du coup, il va pas l'aborder de la même façon selon son âge. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Puis ouais, on peut faire avec des personnages qui ont passé 20-25 ans des choses qu'on peut pas faire avec un héros de 15 ou 17 ans. Par exemple, si on prend Hunter x Hunter, les personnages âgés ont d'autres rôles que Gon n'aurait jamais pu avoir, et Kirua n'aurait jamais pu être le héros de Hunter x Hunter parce que c'est un assassin. Sauf qu'aujourd'hui, on a des héros assassins. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que ça, finalement, c'était juste un petit curseur à décaler. Mais à l'époque, ça serait sûrement pas passé. Que Kirua soit le héros de Hunter au moment où c'est sorti et tout ça, tu vois. Non, je pense pas que ça serait passé. Puis là, c'était sûrement une volonté d'opposer Gon, qui est très candide, à justement le côté sombre de Hunter, on va dire. Mais il y a tout un contexte à se remettre en tête. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu un petit décalage, tu vois. Il y a une acceptation de la part, en tout cas, des services éditoriaux. Pas forcément dans la réalité, mais que les services éditoriaux se sont dit ok, on décale légèrement la stratégie. Ouais. Et puis l'arrivée du web aide aussi, quoi. Oui, c'est ça. Et puis je suis sûr que ça se remarquera à peine au final si tu décales un petit peu l'âge. Et par contre, il y a un truc qui est pas non plus assumé à 100%, parce que si on regarde les 3 mangas qu'on va aborder, au final, effectivement, ce sont des vieux, entre guillemets, les héros.
mais ils sont toujours accompagnés par des personnages plus jeunes. Il faudrait pas non plus faire, tu vois, les Avengers des vieux avec, c'est un shonen qui se passe dans une maison de retraite, tu vois, ça a pas eu lieu encore. Mais il faut quand même garantir une espèce d'âge un peu médian. Tu vas te dire, ok, c'est les héros, mais pour tout ce qui est référence jeune, on va avoir besoin d'un substitut, et donc à ce moment-là c'est le personnage secondaire d'à côté, quoi. Le shonen dans la maison de retraite, je crois que ça serait dans la case lol what the fuck du Jump, tu sais, leur manga un peu totalement débile qui n'ont aucun sens. Ça pourrait être très cool. Ça pourrait être marrant, effectivement. Bon, parlons vraiment de ces mangas. Sakamoto Days, ça sort donc cette semaine. C'est l'histoire d'un assassin de légende devenu épicier suite à son départ à la retraite jeune, hein, puisqu'il a 27 ans. Une retraite prise à la demande de sa femme, qui trouve que ce n'est pas un métier adéquat pour fonder une famille. Tu m'étonnes. On a déjà vu des assassins avec une famille. Bref, elle a pas totalement tort. Seulement voilà, les organisations et syndicats criminels ne veulent pas laisser un de leurs membres arrêter l'assassinat si facilement. Alors ils décident d'envoyer des tueurs pour le supprimer, tout simplement. Point. Voilà. Allez, bye bye Sakamoto. Bah, alors moi déjà, ce qui m'a choqué, c'est vraiment quand j'ai appris son âge, tu vois, quand j'ai vu 27 ans. Je me suis dit, non, attends, il est bizarre. Je suis allé voir sur Google Images. Je me suis dit, peut-être qu'en couleur, je vais voir un petit peu plus. Mais d'où tu représentes. Ouais, voilà, c'est ça. Je les ai posés sur le bout de mon nez. Je me suis dit, c'est pas un vrai vieux, ça, quand même. Mais d'où tu représentes un vieux avec des cheveux aussi blancs à 27 ans, tu vois. Enfin, je sais, quand on a commencé à bosser sur le conducteur, je me suis dit, mais attends, il est censé être plus vieux que celui de Kaiju 8, lui, tu vois. Mais c'était hyper bizarre. Je me suis dit, ah ouais, là ils ont vraiment pris le parti de dire c'est un vieux, vraiment. Ouais, mais c'est le contre-pied, genre voilà, t'étais assassin beau gosse et maintenant il suffit que t'arrêtes l'assassinat et t'es un vieux bedonnant, et du coup t'es un vieux bedonnant. Mais ouais, moi j'ai été surpris par ça, mais aussi le personnage principal m'a surpris parce que outre le fait qu'il a pas le physique habituel d'un super-héros, il parle quasiment pas, il dit rien. Oui. C'est un truc de malade. Dans le premier tome, il a 10 bulles, quoi, grand max. Mais du coup, moi je trouve que c'est génial. On dirait qu'il est quasi télépathe, tu vois. Parce qu'il arrive malgré tout à faire passer ses idées, à communiquer normalement, on va dire, autant que se peut quand tu as une profession aussi bizarre que assassin. Et il est parfaitement lisible, quoi. Enfin, il n'est pas torturé, chelou. Enfin, tu vois, c'est ça le décalage qui est quand même très marrant. Mais il y a un petit aspect mystique en plus sur la manière dont il communique, justement. Oui, voilà, et là où ça marche, c'est quand un assassin prend sa place, essaye de le remplacer pour le tuer, et il parle beaucoup. Ouais. Et c'est le premier truc. Et même moi, en tant que lecteur, je fais c'est que ce bordel, ça n'a aucun sens, quoi. Brutal. Évidemment. Mais moi je l'aime beaucoup, ce perso. Alors déjà parce que c'est quasi un copier-coller de Kotlanzai dans Slam Dunk, mais autant physiquement, tu vois, que d'un point de vue caractère. Et pour ceux qui ont lu Slam Dunk et qui connaissent Kotlanzai, c'est quelqu'un qui ne parle pas, il doit parler peut-être 10 fois maximum dans le manga, dans toute la série. Mais par contre, tu sais très bien qu'il a un côté dark, et lui en plus c'est son passé un peu, donc moi ça me laisse plein d'espoir sur le perso de Sakamoto, où je me dis il parle pas, mais quand il va parler ça va être intéressant, quoi. Ouais, mais c'est la moustache, ça, Profanzai. Et puis l'auteur a donné quelques-unes de ses références, et c'est que des grands mangas, c'est que des best-sellers, et c'est un auteur qui a lu aussi beaucoup de mangas, et qui aime beaucoup ça, et ça se sent avec ce personnage de Taro Sakamoto. Vous avez remarqué que dès le début, contrairement à plein d'autres mangas, il est déjà ultra balèze. Oui. C'est déjà le meilleur. Moi je me demande jusqu'où ils vont même pouvoir le faire progresser. Parce que il est déjà super doué, il peut déjà éclater les 3/4 des super tueurs. Bon, dans le tome 2, on nous montre qu'il y en a 2 ou 3 qui peuvent être super forts, mais voilà. Je me demande où ça va se jouer, et contrairement aux autres mangas de baston, je pense que aussi la différence, même si ça marche aussi, mais elle va pas forcément se jouer sur le physique, l'entraînement, la baston, comment progresser avec des nouvelles techniques, mais que ça va se jouer sur les valeurs qui vont le faire gagner. Tu sais, le fait d'y croire. Alors, pas l'amitié, tu vois, mais le... oui, mais c'est le truc inversé, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de devenir le meilleur tueur, il va plutôt essayer de devenir le meilleur être humain, et aussi progresser en termes de valeurs et d'acceptation de l'autre et tout. Enfin, j'imagine, de toute façon, il va pas. De toute façon, il est tueur retraité, donc voilà. Ouais. Il veut plus être tueur. Après, il y a le sidekick, tu vois. Donc peut-être c'est ça. Il y a aussi une histoire de transmission. Un jour, je serai le meilleur mentor. Ouais.
Ouais, ça me paraît un peu, ça me paraît un peu léger comme plot. Mais en même temps, moi, c'est vraiment ce qui me donne envie. Alors déjà, bon, faut quand même préciser que le manga, graphiquement, il est magnifique. Hein. C'est vraiment très beau, c'est efficace, ça va vite, ça frappe fort. Et moi, j'ai vraiment bien aimé le rythme. Et il y a tout le plot scénaristique de Sakamoto qui m'intéresse vraiment parce que au final, le mystère qui entoure le passé du héros, bah, c'est ça qui va nous intéresser. On va quand même finir par arriver à qu'est-ce qu'il a vécu pour le forcer à prendre sa retraite. Et là, je pense qu'on est dans... Ça, c'est... Non, mais c'est un petit peu dit, c'est-à-dire que c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la femme qui l'a. Tu penses qu'il y a plus que ça? Tu penses que ça, c'est le petit truc qu'on nous donne au début? C'est obligatoire. Ouais. C'est obligatoire parce que là, on est clairement dans un premier cycle où on va nous montrer l'étendue de la force de Sakamoto jusqu'au moment où il y a un de ses anciens copains qui va venir pour le buter et qui va dire mais tu sais, l'organisation maintenant elle est partie en couille quand même. Ça serait bien que tu reviennes, tu vois, pour une dernière mission. Mais enfin, en tout cas, moi je l'imagine comme ça. J'imagine la suite vraiment comme ça. Ah, bon. Bon, pourquoi pas, on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que dans ce manga, avec autant d'hommages à différents mangas et surtout à différents films d'action, films policiers, à des thrillers, à le plein gunfight, de choses. Non, ça aurait été difficile de faire un héros jeune habituel parce que dans ces films-là au cinéma, y a pas, c'est pas un gamin de 20 ans qui arrive, tu vois. Non. Ou de 15 ans, ça n'existe pas dans ce genre de film. C'est souvent des mecs un peu bourrus, des mecs qui ont du vécu, des parents. Ouais, et là en plus, on a du serial killer, on a du Jackie Chan, on a du hard boil. J'ai l'impression que c'est que le début, mais que en gros tout le cinéma va y passer à la manière d'une autre façon, hein, mais à la manière d'un Fire Punch, tu vois, où on va s'amuser à rendre beaucoup d'hommages comme ça. Oui, et puis les références, je suis d'accord qu'elles viennent vraiment complètement du cinéma d'action. Là, moi, ce que je vois, c'est du cinéma. Ça m'a même fait penser à John Wick, un peu dans l'idée de le gars, il a décidé d'avoir une vie tranquille. Baba Yaga, il est tranquille, il a arrêté de tuer des gens. Quoi, mais mon chien on vient le faire chier. Oui, bah là, c'est que. Ils viennent l'emmerder et il faut pas réveiller l'ogre qui dort normalement. Bah ouais, c'est du John Wick, il y a un peu de Léon, tu vois, quand tu vois un des personnages du tome 2, il a une petite tronche à la Léon, il y a un peu de Hitman aussi, il y a plein de références un peu sympas, moi j'aime bien. Bah c'est le melting pot hyper sympa. Enfin, moi aussi j'ai beaucoup aimé la lecture des premiers tomes là, et c'était... je sais pas, c'est hyper frais. Tu sens qu'il y a plein de... Comment dire ? Les histoires sont dark, parce que c'est des histoires d'assassins, de primes, il faut buter des gens, etc. Mais il y a une super... un bon feeling, quoi. Tu vois, t'es content quand tu lis ça. T'es pas mal à l'aise, t'es pas trop genre... Non. Et je trouve que, bon, ce qui est drôle, c'est que la plus balèze... c'est sa femme, sachant la peur qu'elle lui inspire. Moi j'ai hâte qu'on découvre qu'elle aussi était assassin ou quelque chose, qui se sont enfuis ensemble, qu'ils étaient de deux familles rivales. Enfin tu vois, il y a plein là, toi t'es parti loin. Il y a plein de trucs. Il vient de relire Roméo et Juliette et donc du coup il est à fond sur les familles qui s'opposent. Et surtout sur le dessin, il y a un côté Murata. Moi je vois vraiment du Murata sur l'intensité, les traits de vitesse, beaucoup de traits de vitesse. Ah oui, parce qu'on est dans l'action pure. Exactement, et un côté très parodique par moment, mais avec délicatesse. Ouais, et plus de sérieux quand même. Il y a un côté, plus je le prends au sérieux, je sais à peu près où je vais, quoi. Et la parodie de Shonen est très grande au point où, malgré tout ça, l'auteur réussit à y mettre des ingrédients réputés pour plaire au lectorat jeune. La transformation. Oui. Malgré tout, Taro Sakamoto, il a une transformation. Qu'est-ce qu'elle est, mais il y en a une. Oui. Dans le tome 2, on nous parle de l'Académie des assassins. Il y a une académie pour être magicien, il y en a une aussi pour être assassin. Ok, bien pas sûr. Mal. Le Japon, c'est formidable. Des académies où il y a pour toutes les écoles possibles. Exorciste, ninja, agriculteur. L'école de cuisine devient bizarre au bout d'un moment. Genre, que de la cuisine, vraiment. Cuisine, agriculteur, tu sais, tu fais les deux. Il y a des pouvoirs parce qu'ils ont quand même tous des spécialisations, tu vois, même comme dans S-Class un petit peu aussi par moment. On découvre qu'il y a une sorte de classement parmi les assassins, parce qu'il y a une organisation, une ligue des assassins avec, c'est très très catégorisé. Une licence, comme dans plein de shonen et ce genre d'éléments. Pour en avoir parlé avec plusieurs auteurs de manga, c'est à chaque fois ils me disent mais ça c'est pour plaire aux jeunes lectorats. Ça sent un truc éditorial mine de rien, parce qu'en plus dans Sakamoto je sens un peu la truelle là-dessus, tu vois, où tu dis je vois pas trop le rapport en fait de nous expliquer qu'il y a une académie alors que on parle d'un mec qui a 28 piges, tu vois, donc je pense pas qu'il va aller à l'école, du coup je
sais pas pourquoi vous me précisez ça. Si. Mais appelle-toi le oui. CPF. Oui, non, mais ça pour le coup, c'est vrai que je le sens plus comme un truc un peu éditorial à la truelle. Genre, oui, mais tu sais, ces ingrédients, ils sont obligatoires dans un shonen. Il faut les mettre comme la transformation. Moi, j'avoue que c'est un truc qui m'a un petit peu déçu. J'avais un peu l'impression d'un truc genre c'est pas assumé jusqu'au bout ce concept. Du coup on va lui faire une transformation jeune et stylée parce que Sakamoto il ne peut pas être stylé en l'état, alors que je trouve que le défi est là en fait. Typiquement Coach Lanzai dans Slam Dunk, il y a un moment il devient très très badass pendant une case, c'est pas plus long que ça mais il l'a fait à l'identique en fait. Il est quand même gros, enfin bedonnant tu vois, et ce décalage là tu le ressens pas par le visuel, tu le ressens par le changement d'ambiance parce que là il vient de s'énerver Coach Lanzai. Sakamoto j'étais un peu déçu de le par voir. Par moment en plus tu l'as où il garde sa forme normale et il est stylé. C'est pour ça que je suis d'accord. moi aussi, et je me suis dit, ok, ils l'ont mis dans le tome 1 pour dire ça existe, mais ça reviendra pas avant un moment. Et surtout que c'est pas expliqué. En plus. Et ça revient dans le tome 2. J'ai pas compris. C'est genre, il devient moins gros, c'est ça? Comment dire, il crame toute sa graisse. Ouais, d'un seul coup. Il utilise tellement d'énergie et de force. De concentration. Voilà, qui crame. Qui redevient slim. C'est ça. Et musclé. Bizarrement. Sakamoto Days tome 1 et 2 c'est dispo. Vous avez compris qu'on s'est plutôt amusé à le lire, mais voilà, vous savez de quoi il en retourne sur ce titre qui n'est pas non plus un titre ultra classique. Ça je pense que vous l'avez compris en nous écoutant. Parlons maintenant de Kaiju 8. Kaiju numéro 8. Bon on en a déjà parlé, on a fait une émission exprès qui s'appelle Kaiju 8 et la métamorphose, je sais plus comment c'était. On en a parlé à plusieurs reprises, je vous fais un pitch rapide. On est dans l'histoire d'un monde dans lequel le Japon est sans cesse attaqué par des kaiju géants ou kaiju petits. Des brigades ont été montées pour lutter contre ce fléau. Kafka n'en fait pas partie. Non. Lui, au contraire, il est dans l'équipe de nettoyage qui ramasse les kaiju morts, mais au fond, il rêve encore d'intégrer ces équipes de combat, malgré ses 32 ans et ses abdos un peu bedonnants. Et il y arrive. Ouais, ça va, hein. Bedonnant. Si, à un moment donné, il y a un petit truc, tu vois. Ouais. Il y a un petit plan où on le voit que dans le tome 2 ou 3, je sais plus. Il est pas au meilleur de sa forme. Exactement. Et donc, de base, il est nul comme un ado de 15 piges, nul des autres mangas. C'est vrai que là, il a 32 piges, mais... En plus d'être nul, il a le poids des années, lui. Oui, c'est ça. Mais il a vraiment l'air d'être un nul sans pouvoir, tu vois. Ouais. Comme des coups au début, j'aimerais bien être un héros, mais je suis un peu naze. Et il est même pas aussi héroïque que Deku au début, tu vois. Lui, il a vraiment un côté... T'es Snoopy, tu vois. Genre, je suis un peu blasé. C'est un peu ça, ouais. Alors, attention, je vais faire un parallèle très vague, mais c'est parce que ça m'a fait penser à ça. En fait, le perso de Kafka, je le vois un peu comme un personnage d'isekai. Alors attention, c'est dans le sens où je vois un vrai transfert de réalité. Comme dans un isekai, un perso meurt dans un monde et est transféré dans un monde imaginaire derrière où il va avoir des pouvoirs. Là, je vois vraiment Kafka qui passe d'un monde très terre-à-terre où il nettoie les monstres qui viennent d'être butés. Il a un vrai emploi, un emploi quasiment de fonctionnaire où il se fait engueuler par son patron, il doit former des petits jeunes. Il passe complètement dans un monde fantastique où il a des pouvoirs magiques et il devient un héros de l'humanité. Du coup, ça m'a donné un vrai feeling qui a un plot... très isekai, le loser qui a droit à une seconde chance, tu vois. D'accord. Mais au final, ça reste un trentenaire qui retourne à l'école et qui va avoir l'occasion de ne pas refaire les mêmes erreurs que pendant sa précédente vie, on va dire, quoi. Ouais, c'est tiré par les cheveux, mais non, mais je comprends la démarche. Il y a un vrai côté de deuxième chance. Il y a effectivement un vrai côté deuxième chance et effectivement, il change de monde. Il passe dans un autre monde. Isekai, c'est logique. Ouais. Théoriquement, techniquement. Techniquement, ouais. Parce que j'ai dû convaincre Maxime pour avoir le droit de placer ce truc. Et je pense que la note artistique était meilleure que la note technique au final. Très bon patineur ce cagnard. Moi, ce que j'ai trouvé marrant avec ce personnage de Kafka Ibino par rapport à son âge, c'est son rapport au reste de l'équipe. Mais à l'école. Ouais, à partir du moment où il rentre dans la formation pour intégrer les membres de l'équipe d'autodéfense. Tous les autres membres lui font sentir qu'il est plus âgé qu'eux. Ouais, le daron, bouh. C'est ça, et à des moments, ils font même preuve de sale jeunisme. Ouais, tu sais, quand nous, on croise des jeunes, qu'on est sales jeunes, qu'on a envie de lui dire qu'ils sont devant le lycée, ils font la même chose, ils font leur sale jeune. Et puis même, ils sont pas très bonne ambiance.
Alors que lui, il est très bonne ambiance. Au contraire, il leur dit on va aller prendre le bain tous ensemble. Enfin, non, pas comme ça, mais tu vois, il essaye de garder le bon exemple qu'il a sorti. Il essaye de garder une espèce de team spirit qui est plutôt sympa. Alors que les jeunes, ils sont plutôt en mode non, je serai le meilleur, c'est moi qui serai devant. Et par contre, je suis complètement d'accord avec Max. Il y a quelque chose d'assez sous-jacent et que je retrouve en fait dans plein de mangas. C'est un peu comme si c'était la honte d'être vieux, tu vois. Il y a quelque chose je trouve de très perturbant pour un lecteur français, un lecteur occidental même. Je dirais en fait, c'est comme une vanne qu'on comprendrait pas. Tu vois, genre, il est vieux et alors me dis pas que c'est ça la vanne, tu vois, c'est pas. Ouais. Si, il est vieux, donc on se moque de lui. D'autant que culturellement, il y a un vrai respect bien plus imposé au Japon par rapport aux personnes âgées, tu vois. Mais le confucianisme. Ouais, c'est ça, mais par rapport aux vraies personnes âgées. Ouais, aux vrais vieux. Lui, c'est un intermédiaire, tu vois, il est pas si vieux que ça. Et puis je pense que c'est comme nous quand on dit qu'on est vieux, je pense que les auteurs s'auto-vannent dans ces cas-là. Oui, et c'est de la vanne nulle en plus, tu vois, c'est là, t'es vieux, non, c'est toi qui es vieux, tu vois, super. Bah oui, on le fait tout le temps, alors bon. Ah oui, non, mais moi je trouve ça nul quand même, je peux me permettre de le dire. Malgré tout, Kafka porte ses responsabilités qui pour une fois vont avec sa tranche d'âge et son vécu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments, il fait non mais ok, c'est à moi de vous défendre, c'est à moi d'y aller en premier. Je vous ai emmené dans cette galère, ok, j'y vais. Et oui, c'est ce qui rend les gens sexy. C'est vrai que ça peut le rendre un peu sexy. Ah ouais, elle a craqué. Ah bah oui, Là au taquet sur Kafka. Caliente. Et la fin du tome 4, elle laisse espérer pas mal de choses, je trouve, à ce sujet. Voilà, on vous dévoile pas la fin du tome 4. Il sort là cette semaine aussi. Au niveau des responsabilités. Mais au niveau des responsabilités, ce qui va lui arriver, tu vois, à un moment donné, il y va. Et ouais. Il y va, il prend ses responsabilités. C'est le grand frère, quoi. Je trouve ça intéressant que ça soit lui qui supporte ça et pas on parlera d'Ajin dans quelques semaines et pas un jeune qui se retrouve avec des pouvoirs, quoi. Oui. Non mais moi, je pense que dans la sélection qu'on a faite là, Kafka, il est plus vieux techniquement, il a 32 ans, mais c'est un adolescent finalement. Il est pas tout à fait basculé dans on va dire le monde adulte pur et dur. Ouais. Parce que pour ma part, je pense que c'est parce qu'il n'est pas père. Oui, non, mais il y a complètement contrairement aux deux autres personnages de Spy Family. Il n'y a pas cette responsabilité qui pèse sur lui. Et du coup, oui, il peut endosser ce rôle qui est quand même un peu cool du grand frère, tu vois, d'être le mec que tu vas regarder parce que c'est un peu ton modèle et malheureusement pour lui, tous les autres sont plus stylés que lui. Mais je suis d'accord. Alors, je déteste le mot adolescent. Il faudrait le brûler si on peut brûler les mots. Mais il y a ce truc justement que tu sais, il a pas fait la passation à l'âge adulte. Il a pas un métier d'adulte. Il a un métier, tu sais, quand je dis métier d'adulte, c'est il est métier, soldat, il est pas stratège, quoi. Il est pas dans les bureaux. Il a pas un taf de bureau, voilà, il est pas cadre et compagnie. Et c'est pour ça qu'il a en même temps ce côté très fun de on va aller boire des coups, on va aller s'amuser. Ouais. Et en soi, moi j'ai vu beaucoup plus de trentenaires qui avait ce comportement-là plutôt que de gosses de 20 ans qui étaient comme dans le manga, tu vois. Vous êtes des soldats. C'est-à-dire que Kafka est plus réaliste que Taro Sakamoto à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas l'air normalement aussi vieux à 27 ans que Taro Sakamoto. Ah non, faut pas. Normalement. Oui, normalement. Lui, il fait un métier pas rigolo non plus, puisqu'il est psychiatre officiellement dans Spy Family. Je vous parle de Lloyd Forger. Comment vous le prononcez? Forger. Moi je dirais, mais je suis pas sûre. J'ai juste Lloyd. Voilà, on se connaît depuis assez longtemps, ça va. Je vous parle donc de Spy Family. L'histoire d'un monde qui ressemble au nôtre au moment de la guerre froide, il y a quelques décennies. L'Est et l'Ouest s'opposent et un espion, le meilleur de tous les espions, Twilight, a été choisi pour mener une mission qui empêcherait une nouvelle guerre de se déclarer. Pour la mener à bien, il doit fonder une famille, mais en quelques semaines seulement. Alors il s'y met, il trouve une femme, une tueuse à gages, il adopte une enfant, une télépathe, il adopte un chien qui a un don de préscience. Et évidemment, personne ne connaît les objectifs et les secrets des uns et des autres. Twilight, ou Lloyd Forger, se mue donc en mon père de famille aimant du haut de son métier de psychiatre. Lloyd, on ne connaît pas son âge. On sait que Yor a 27 ans, on sait qu'il a l'air d'avoir la trentaine, plus ou moins. Et c'est, je pense, le personnage que j'ai le plus de mal à cerner des trois qu'on a choisis. Ce qui est finalement plutôt logique, puisque c'est un espion qui est capable de changer de visage, capable de changer d'attitude. Et même au bout du tome 7, j'ai encore du mal à le cerner complètement. Qu'est-ce qu'il est fort. Ouais, peut-être. C'est le personnage le plus flou, on va dire, et de la même manière.
que j'ai un peu cette notion de mystère avec Sakamoto, je l'ai aussi pour Lloyd, où je me dis il doit y avoir, tu sais, quand on découvre le personnage, il travaille déjà depuis un moment, donc doit y avoir des missions un peu dark sur lesquelles il est tombé, et c'est pour ça qu'il est un peu charcuté, on va dire, du point de vue du cœur, et il y a un côté très brouillard. Il le sous-entend parfois, ouais. C'est dur, enfin tu sais, qu'il a eu une vie dure en tout cas, et limite celui-ci, plus qu'un personnage de vieux, entre guillemets, on va dire, pour moi c'est plus le chef de la mission. C'est le seul qui a toutes les cartes en main et qui manipule gentiment les autres membres de sa famille. Il a en fait, c'est une sorte de alors j'allais dire sagesse, mais en même temps il est dans l'action, parce que c'est lui qui lead l'action la plupart du temps, déguisé ou pas. Il lead l'action et peut-être de moins en moins au fil des tomes, mais en revanche il sait pas pour Anya et il sait pas pour Yor. Oui, pour l'instant. Non, je veux dire, il y a que lui. Il y a des choses qu'il ignore malgré tout. Oui, il y a quand même. Et de toute façon, c'est sur cette dynamique que fonctionne Spy Family, c'est que tout le monde ne connaît pas les secrets des autres membres de la famille. Mais disons que l'objectif qui est, je sais plus comment il s'appelle, le mec. Desmond. Il y a que lui qui sait vraiment ce qu'ils doivent faire pour arriver à ce mec-là. Donc pour moi, c'est un peu l'éminence grise, mais en même temps, une éminence grise, normalement, elle rentre pas dans l'action. Si, Anya, elle sait, mais elle comprend pas tout. Oui, voilà, elle comprend pas. Elle sait que c'est important, mais mais oui, c'est ça en tout cas. Elle a 6 ans. C'est ça. Mais la quête de Lloyd, c'est sa mission, tu vois. Ils ont chacun une quête, un but. Lloyd, lui, il doit juste réussir cette mission qu'on lui a imposée en plus. Oui. Alors il y croit, hein, mais on lui a donné cette mission. Et au final, sa vraie quête, c'est apprendre à être quelqu'un de normal. Oui, c'est ça. J'aime bien, tu vois, apprendre la normalité. Un peu ce qu'on disait pour Sakamoto aussi, quoi. Apprendre à devenir un meilleur humain. Ouais, c'est ça, ou ce qu'on disait dans les précédentes émissions sur Free Ren ou To Your Eternity finalement. Essayer d'apprendre un peu plus de l'humanité et du cœur des uns et des autres. Ouais, enfin la vie normale, mais la plus normale possible au vu de ses activités quand même, tu vois. Enfin, oui. C'est vrai qu'il est toujours dans cet entre-deux, parce que c'est quand même Enfin, c'est assez comique pour l'instant, on n'est pas dans les trucs trop... Et les trois, en fait, sont vraiment dans un registre très parodique, où on est dans quelque chose d'enjoué, etc. Alors que les backgrounds sont très sombres à chaque fois. Oui. Il y a vraiment un contraste qui est assez marqué. La vie de Yor et son frère, elles ont... Ah mais oui, non, mais même cool, hein. mais tout l'univers de Spy Family est très sombre et vraiment marqué par la guerre depuis et pas encore années. très abordé non plus. Et par contre, moi je trouve que c'est vraiment mon préféré des trois parce que justement il est toujours dans le contre-emploi pour lequel ça marche le mieux. Parce que c'est toujours... Il est le plus sérieux, il est le meilleur agent et c'est pour ça que c'est tellement drôle de le voir toujours confronté à des choses qu'il n'a pas du tout anticipées et qu'il ne peut pas contrôler. Comme Nocturna par exemple, voilà. sa collègue agent également. Mais moi je me suis même demandé à quel point Lloyd était vraiment le héros de Spy Family. J'y réfléchis, je fais mais est-ce que, c'est par lui que commence l'action, mais est-ce que c'est le héros de Spy Family? Et j'ai commencé à regarder à droite, à gauche. À un moment donné, vraiment à la lecture des tomes, je me suis dit, mais en fait, on le voit quasiment plus. Ouais. Oui, c'est vrai. Et après, il revient. Oui. Et après, en fait, il revient à un chapitre sur 3. Mm-hmm. Mais les autres ne reviennent pas autant que lui. Donc peut-être que oui, c'est un peu le héros quand même. Moi, je reste persuadé que de toute façon, je l'avais déjà dit quand on avait parlé la première fois de Spy Family, je pense qu'il va y avoir un moment un changement de personnage. Parce que là, on se concentre beaucoup sur Lloyd, effectivement, mais tu vois que le curseur... Il est en train, mine de rien, de passer de plus en plus à l'école. Et à l'école, tu suis la petite. Et moi, je suis persuadé qu'à un moment, va y avoir un truc. Va y avoir un changement de génération, quelque chose. Une trahison. De toute façon, on est dans un truc d'espion. Donc, l'agence qui va le trahir, c'est quasi un classique, tu vois. C'est assez évident comme ça. J'espère qu'ils vont faire un truc un peu plus original. Et en même temps, je me dis que c'est lui qui raconte l'histoire. Ça, dans tous les cas. Et depuis le début, c'est lui qui la raconte. Et faut se dire qu'en fait on a un point de vue. Donc là l'histoire elle nous est racontée par Lloyd. Même si parfois le curseur change sur Anya et c'est elle qui change, c'est elle qui raconte l'histoire aussi. Mais je me dis qu'en gros ça serait un peu comme t'imagines le manga Naruto, mais t'imagines que c'est le Hokage qui le raconte et qui parle de Naruto, qui parle de et des fois on a un petit chapitre sur Naruto et des fois ouais voilà, et à un moment t'as Naruto à l'école qui fait n'importe quoi, mais ça reste quand même le Hokage qui te raconte l'histoire quoi. Ouais peut-être, mais après comme là tu vois arrivé au tome 7, mais ça se trouve au tome 8 ça va changer, mais au tome 7 on a un chapitre sur Frankie, on a un chapitre sur le gamin Desmond, on a un chapitre sur le chien. Ça devient non mais ça tourne, hein, ça tourne. Mais genre j'ai l'impression qu'au tome 7 t'as chacun son chapitre.
titre. Oui. Ouais. Voilà, mais ça m'a fait rire. Je fais ah ouais, ok, non, donc c'est choral en fait maintenant. Et à chaque fois, c'est raconté à la première personne. Ouais. Chaque fois, sauf le chien, je sais pas, je l'ai pas vu encore. Le chapitre avec le chien est raconté du point de vue du chien, ce qui est très drôle du coup. Mais alors, beaucoup partagé avec Lloyd malgré tout, ce qui me fait me dire que ça reste Lloyd, le fil conducteur, le héros du manga. Mais j'avais quand même envie de me poser la question du est-ce que c'est vraiment le héros malgré tout. Bah effectivement, c'est le chef quoi. Donc il doit voir ses interactions aussi. Il doit voir tout le monde bouger. C'est lui qui doit mener le truc à bien. C'est ça. mais moi mon rêve c'est dans 5, 6, 7, 10 tomes. C'est qu'il y a une énorme ellipse et qu'on passe à Spy Family saison 2 et c'est Anya 17 ans, apprentie espionne. Wow. Ah bah moi, ça va être drôle. Moi ma suite de série c'est trahison de l'agence gouvernementale. Les deux parents sont morts. Anya continue, elle reste dans l'école pour se former et justement détruire la société de l'intérieur. Mais vous savez qu'on a... Il faut qu'elle grandisse à bien 14, 15 ans. Ah bah oui, bien sûr. Mais vous savez qu'on est sûrement beaucoup plus ambitieux que ne le sera le manga. Laissez-nous rêver. C'est ça, on a le droit de rêver évidemment. On va faire des fanfictions. Vous avez remarqué que ça concerne en tout cas ces 3 mangas que des titres labellisés Jump. À la limite, j'ai essayé de réfléchir sur les mangas récents où il y aurait des personnages âgés. Bon, moi je suis tombé sur Free Ren, mais ça compte pas vraiment. Je suis tombé sur Meliodas dans Seven Deadly Sins, mais là aussi il est à part parce que de toute façon l'un comme l'autre c'est pas des humains. Leur univers c'est un univers de fantasy. Oui, donc bon, ça marche pas trop. voilà. Après je suis tombé sur Undead Unlock. Encore Jump de toute façon. Ouais. Et puis il a 200 ans, enfin, c'est compliqué quoi. Et puis c'est encore du Jump quoi. Voilà. Et puis c'est un manga hors norme qui a pas de. Oui. Là, c'est qui a pas de logique. Non, qui a pas de logique. Mais en même temps, par contre, j'en profite sur Undead. Il y a toujours ce truc de la transmission et de la connaissance. Il y a toujours vraiment ce truc-là qui passe. Undead passe la connaissance à Unlock. À Unlock, qui elle ne connaît pas trop le monde, qui est resté enfermé pendant des années. Et lui, par contre, il connaît tout ce monde magique, toute l'organisation, et il lui fait passer plein d'informations. Bon, moi j'avais juste envie de parler d'Undead parce que franchement c'est trop bien. Mais après c'est vrai que Andy découvre lui-même des trucs en rentrant dans l'organisation. Oui. Et donc bon, bref. C'est encore un manga vraiment à part. Undead Unlock, faut qu'on en parle plus longuement. Ouais, faut qu'on en parle. Ouais. Mais à part. Mais vraiment trop bien. Vraiment trop bien. Non, j'ai réfléchi et je suis encore tombé sur un autre manga labellisé Jump, même si c'est pas dans le Shonen Jump, mais c'est One Punch Man évidemment. Ah. Ouais. One Punch Man, Saitama il a 25 ans. Donc le vieux. Voilà, il fait partie de ces vieux, il est à la limite. Alors j'ai du mal à le coller à ces 3-là en termes de vieux, puisque Saitama il fait n'importe quoi. Mais pour le côté référencé, et puis il irait bien avec Sakamoto Days, justement ce qu'on disait tout à l'heure, pour le côté un peu parodique, etc. Oui, encore une fois, truc très comique, mais dans un monde complètement ravagé, quoi. Ouais, tu vois, genre, un monde dramatique. Ouais. Mais c'est marrant parce que justement, quand je commençais à préparer l'émission, c'est vraiment le premier truc que je me suis dit, c'est ah mais attends, Saitama obligé, il a sa place dedans. Parce que pour moi, il rentre vraiment dans la case du vieux, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, lui aussi il a un petit jeune, lui aussi il a Genos à qui il transmet des choses et tout. Mais il a un vrai comportement de petit vieux. C'est-à-dire il fait les courses au marché, il a des bons de réduction, il aime bien prendre... là je viens de rattraper mon retard en plus. Lisez One Punch Man, vraiment c'est tellement dingue ce manga, je suis surpris à chaque tome quoi. Mais pour moi l'incarnation du vieux, c'est lui. C'est vraiment lui, alors qu'il devrait pas, hein, parce qu'il a quoi, 25 ans 25, ouais. Il devrait pas, mais tu sais, il rentre du marché avec ses petites courses. Il a sa routine, ouais, il a sa routine, il aime pas être dérangé. Je le verrais bien marcher avec 2 mains dans le dos, tu sais, comme les petits vieux japonais, vraiment. Tu vois, mais... Je marche avec des mains dans le dos. Oui, je sais, j'ai vu un autre mec dans la rue, j'ai failli le savater. Il me dit, marque déposée, connard. Mais vous êtes 2 maintenant, voilà, vous êtes 2 à le faire. Très bien, merci. Moi, ce qui me paraissait intéressant quand je regarde ces 3 personnages, plus effectivement peut-être un peu Saitama, mais surtout quand on regarde Taro Sakamoto, quand on regarde Kafka Ibino, quand on regarde Twilight, c'est qu'ils sont tous amenés dans l'histoire par une forme de renoncement. Et donc, du point de vue des auteurs du manga et de ce qu'ils ont envie de montrer à leurs lecteurs, voilà. C'est ce point de départ de renoncement. Kafka, il est présenté comme un mec qui a renoncé à devenir un héros et qui finalement va passer outre ce renoncement. Sakamoto, il est présenté comme un gars qui a renoncé à être le meilleur assassin pour fonder une famille, mais qui finalement est rattrapé par son passé, par cette histoire d'assassin. Twilight, il a renoncé à avoir une vraie vie pour être le meilleur espion, et finalement, pour être le meilleur espion, il va devoir avoir une vraie vie. Et donc il va passer outre ce renoncement. Voilà, le renoncement est la clé de tout ça, j'ai l'impression.
Mais ça marche pour Saitama, hein, du coup. Il Parce a qu'il a renoncé renoncé à sa jeunesse. Il a renoncé à une première vie qui était normale, tu vois, pour devenir je sais pas. une Il a vie renoncé de à héros ses cheveux. aussi. Ouais. Mais ça, il le savait peut-être pas. Et voilà. Tu vois. Et en fait, Il c'est allait ça. devoir Vieillir, renoncer c'est à ses renoncer, tu vois. Genre, Mais de toute Ah, il y a façon, un peu de ça, ouais. Saitama a de Joker. C'est le Joker vraiment parasite. Mais exactement comme dans l'histoire de One Punch Man. À chaque fois qu'il arrive, c'est une sorte Deus Ex Joker bizarre qui intervient quand il veut. Mais c'est marrant parce que oui, les vieux, effectivement, c'est pas censé être les héros en général. Et là, c'est marrant que ça le soit et qu'ils le soient de cette façon-là, quoi. Non, en plus, c'est vrai que les vieux, on va dire, dans les mangas, moi j'ai l'impression que c'est plus souvent le boss final que doit affronter le jeune héros. Et du coup, je me dis qu'on peut se poser la question, là par exemple, sur ces 3 nouveaux mangas, qui vont être les nouveaux méchants, qui vont être plus âgés, du coup, si on garde la même, la même logique, tu vois. Regarde, dans Spy Family, Desmond, c'est un chef d'État, donc il est déjà plus vieux, quoi. Oui, c'est vrai qu'il est plus vieux que. En fait, suffit si tu veux le méchant, tu décales, tu rajoutes 3-4 ans, tu vois, et voilà, ça sera ton méchant. Dans Kaiju, c'est un Kaiju, alors on sait pas trop. Et dans Sakamoto, on sait pas encore. Mais non, on sait pas trop. Ouais, mais bon, dans Enfin, l'association, un elle est là depuis serial longtemps. Non, c'est le serial killer, a priori, le vrai méchant, le fil conducteur, en tout cas, qu'on nous présente au début. Oui, c'est vrai. Et comme on sait pas quelle tête il a, on l'a vu que de dos, donc peut-être qu'il faut être vieux pour être un serial killer. Pour être de face, tu veux dire. Peut-être. Vous avez aussi remarqué que souvent dans les shonen sportifs, c'est le coach qui est le vieux, et le coach est souvent l'ex-futur meilleur quelque chose qui a renoncé à son rêve. Ouais, évidemment. Encore le renoncement. Ouais. Voir qui s'est un peu brûlé les ailes en route. Ça m'avait amusé de me faire cette petite réflexion. Donc le renoncement partout, encore et encore. Alors que on peut vieillir sans renoncer à trop de choses. Pas dans un manga, non. Ouais, non. Dans la vie, oui. Dans l'autre truc marrant, ce que tu disais tout à l'heure, Cagnard, c'est qu'on voit les jeunes qui sont avec eux. Et moi, j'ai même vu des ressemblances entre les 3 jeunes. Si je prends Renaud dans Kaiju 8, si je prends Shin dans Sakamoto Days, merci. Si je prends Genos dans One Punch Man, mais j'ai l'impression qu'ils ont la même tête. Ouais. Ils sont plus jeunes et puis ils ont un peu le même. On dirait qu'ils sortent du même moule mais qu'on les a coiffés différemment. Et c'est des boys bands, je sais. Mais je suis complètement d'accord, et en plus du physique, ils ont un comportement qui est très semblable l'un à l'autre. Ils sont tous très premier degré. Ils sont premier degré avec des mentors qui sont plus second degré, plus blagounette. Tu sens vraiment que c'est une question d'équilibre. C'est que le perso tout seul, il est trop déconneur. Il faut ramener un peu de sérieux, sérieux là-dedans, quoi. C'est de devenir blagueur. Tu commences à pouvoir faire les pires blagues de la Terre, c'est l'enfer. Tu m'étonnes. Mais il faut bien qu'ils fassent contrepoids, tu vois. Enfin, les petits jeunes, parce que ils se retrouvent avec comment dire, parce qu'ils sont là, les autres ont leur place de mentor et peuvent leur montrer l'exemple, et donc il y a cette espèce d'équilibre entre les 2 générations qui doit se faire. Et puis à la limite, tout à l'heure tu disais que Kafka il fait plus grand frère, mais pour Renaud il a un petit côté un peu paternaliste quand même. C'est-à-dire que Kafka il est tu sais, c'est le faux père, quoi. C'est le mec qui veut pas prendre ses responsabilités, et du coup, l'autre est obligé de le cornaquer pour lui dire non, c'est par là que tu dois aller, c'est ça que tu dois faire, etc. Ça, c'est clair, voilà. il le pousse. Mais au final, il a beaucoup d'admiration pour lui. C'est ça qui est quand même le socle, la base, quoi, qui est aussi un autre point commun entre les jeunes, tu vois. Il le méprisait au début. Ouais, et moi je pense que c'est aussi bien qu'il y ait ces 3. Ça s'embrouille. Tu trouves que Renaud il méprise Kafka au début de Kaiju ? Ouais, au début dans les premiers chapitres. Non, la première page, c'est tout. Oui, mais quand il passe l'examen justement et qu'il le rate, il se fout de sa gueule pendant le test en lui disant mais t'es trop vieux pour venir. Il y a un côté mépris, hein, vraiment. Il le cherche un petit peu. Il le cherche, mais moi ouais. je crois pas qu'il justement il est. Non, mais je pense peut-être vous êtes trop vieux pour comprendre. C'est possible, hein, franchement c'est possible. En fait, fait, une attaque. Passer peut-être la toute première rencontre, au début il le prend de haut, mais il découvre quand ils vont dans les stomas et dans
dans les boyaux de kaiju, ils reviennent vite pas. sur Terre tous les deux. Ouais. Tu sais, quand tu fous des trucs dans les narines. Non, mais par contre, ça dure pas longtemps. Oui. Ça, je suis complètement d'accord que ça dure pas longtemps, mais au début, il est sévère avec lui. Il est sévère, ouais. Mais Il a vraiment un jugement qui, je t'ai dit, moi, encore une fois, ça m'avait fait un peu bizarre. Genre, ça va, tu le défonces pas non plus. Il est juste un peu plus âgé que toi, c'est pas. Mais pas voilà, une honte. tu vois, ils sont là pour te montrer que toi aussi, tu es vieux, tu appartiens à l'autre catégorie. Attends, tu me parles à moi là? Alors que eux, les petits jeunes, ils sont là pour que le lectorat, on va dire plus jeune, s'identifie. Et effectivement, ils doivent avoir ce regard critique sur le vieux, on va dire le personnage plus âgé, en disant il a pas fait bien ça, tu vois. Et je pense qu'il y a, c'est vrai, une espèce de regard un jugement un peu sec, quoi, qui peut venir des gens les plus jeunes. Donc c'est ça aussi qu'il faut arriver à mettre en scène. De façon équilibrée. Et pour le coup, ils y arrivent plutôt bien. Je suis assez content. Oui, et il faudra à un moment que ces persos secondaires, va falloir qu'ils aient leur arc. S'ils n'ont pas leurs arcs, ils vont rester, tu vois, des persos secondaires lambda, et je suis sûr qu'à un moment, ils vont avoir leur arc dédié. Mais moi, en fait, quand tu vois, on parle donc de Lloyd. Kafka, c'est moins le cas, mais il y a aussi Sakamoto, même si pour l'instant, on ne sait pas encore, parce que c'est le tout début. Il y a quand même, peut-être plus que l'avènement des vieux, une nouvelle définition de la paternité. Parce que c'est ça, c'est voir comment ils sont devenus, on va dire, plus posés parce qu'ils sont devenus pères ou qu'ils doivent endosser des responsabilités qui sont autres parce qu'ils sont devenus pères. Même si c'est artificiel, par exemple, si on prend Spy Family, c'est une fausse famille, mais il doit quand même faire en sorte que ça soit le plus crédible possible. Donc il se retrouve à faire les devoirs et à faire les trucs qu'il n'aurait jamais pensé faire. Oui, puis ils se prennent au sérieux finalement. Ben, évidemment, parce que c'est du sérieux, sinon ça marche pas. Et puis moi je trouve que c'est marrant de voir la différence de traitement de cette question de la paternité quand tu vois Naruto. D'abord, on va dire Sangoku. Bon, alors la catastrophe absolue. Parce que, l'éducation façon Sangoku, Écoute, Sangohan n'a pas l'air d'avoir de ressentiment contre son père. Ouais, vraiment. Mais après, t'as quand même Naruto. Et enfin... Ah, ça va, tu vas pas dire que c'est la faute des parents. Oui, mais... Là, ils se sont sacrifiés. Non, mais ce que je veux dire, c'est Naruto, lui, est devenu père. Devant ses lecteurs. Il a eu Boruto. Et c'est une évolution qui est très intéressante, je trouve, dans le milieu du shonen, parce qu'ils sont pas si nombreux. Parce que Sangoku, être père, c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste, on l'a pas vu. Oui, puis il l'a jamais vraiment été. Et voilà, on l'a jamais vu. Alors que Naruto, c'est une autre paire de manches. Mais il galère. Et effectivement. Il galère beaucoup plus que Lloyd. Je pense que Lloyd est meilleur que Naruto. Oh, je sais pas. Mais en tout cas... Elle est plus petite. On voit aussi comment petit à petit ce genre de personnage de Twilight de Lloyd a pu naître dans l'imaginaire des auteurs et des éditeurs. Oui, parce que je pense qu'il y a une évolution en fait qui s'est faite beaucoup plus on va dire en filigrane, quoi. Mais c'est vrai que la paternité, c'est encore un autre sujet qu'on pourrait développer bien longuement, parce qu'elle serait super intéressante. On parle de Sangoku, on parle de Naruto, il y aurait plein de trucs à dire. On y a pensé plein de fois à l'émission Les pires parents du manga. Elle est dans nos cartons depuis un moment. Mais moi je pense qu'il y a cette... désolée, je suis partie sur mon idée, mais c'est vraiment une espèce de nouvelle veine de héros qui serait plus non seulement, tu vois, à la recherche de la performance, de la puissance brute, comme on a pu connaître dans les années... je sais pas, 80, 90, mais là, c'est des personnages qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'ils font maintenant qu'ils sont forts. Parce que Sakamoto, il est super fort, et qu'est-ce qu'il fait de toute cette force qu'il a? Alors, est-ce qu'il devient un protecteur? Est-ce qu'il devient un mentor? Est-ce qu'il doit transmettre des valeurs, etc. Et c'est ça, en fait, qui... Et pour l'instant, il est poussé à être simplement un père de famille normal. Et voilà. C'est ça qui est marrant aussi, en tant que... qu'il n'a pas encore passé ce cap. Bah oui. Et je pense que, pour moi, c'est aussi que il y a toute cette... on parle souvent des mangas qui ne sont pas traduits, et il y a quand même tout un pan de la littérature manga qui est déjà destiné aux pères. Donc des histoires de mecs qui sont en entreprise, qui se font chier. Je suis sûre qu'en ce moment, il y a... Mon papa veut devenir poissonnier, tu vois, genre la reconversion. On sait pas, mais... ça c'est...
Poisson no isekai. Voilà, c'est exactement. Mais imagine. Il est transféré dans un monde de poissons. Un des plus connus, c'était Salaryman Kintaro. Et donc, forcément, il y avait cette image très années 90-2000 de réussir en entreprise, la compétition dans le milieu entrepreneurial, etc. Et là, je pense que c'est en train de passer à l'as et on est en train de digérer des nouveaux concepts, quoi. Et on le met dans des trucs fantastiques et des trucs d'action. Ouais. Et peu à peu. On édulcore. Spy Family, One Punch Man, Kaiju 8, Kaiju numéro 8, chaque fois j'ai envie d'enlever le numéro, c'est plus rapide. Sakamoto Days, Cagnard, le mot de la fin sur cette production manga. Je me suis posé la question en me disant que c'était peut-être intéressant d'aller regarder la production hors manga. Et en fait, on se rend vite compte qu'il n'y a pratiquement que le manga pour représenter des héros aussi jeunes. Alors, je parle en termes de récit, d'aventure, parce que le franco-belge a sa part de jeunes héros, mais c'est plus du gag, Boule, la BD gag, Boule et Bill, voilà. Ouais. Et encore là, on a sorti une référence, c'est avant, quoi. Ça date d'avant. Je sais pas, moi tu me parles de BD jeunesse, je pense à Boule. Boule et Bill direct. Tu sais, l'enfant, ça devait être une victime. Je suis sûr que c'est une victime, Boule, à l'école. Déjà, il s'appelle Et Boule. on le voit jamais à l'école. Ouais. On le voit sortir de l'école, rentrer dans l'école, mais jamais. C'est bien pour jamais ça plus. qu'il a un problème. Et du coup, justement, j'ai fait une petite comparaison avec ces trois titres et je me suis dit, mais tu vois, typiquement, c'est l'âge des trois héros qu'on vient de citer. En fait, ils ont à peu près l'âge de héros de comics, de super-héros de comics. Et c'est jamais des enfants dans le comics. Tu prends Spider-Man, tu prends les X-Men, tu prends un peu... Bon, Batman, on va dire, il est plus vieux, tu vois, mais c'est jamais des enfants de 8-10 ans. C'est tout de suite des adolescents, voire ils ont 18-20 ans, voire un petit peu plus vieux. Donc je me suis dit qu'il y a peut-être un truc d'essayer de normaliser. Si tu veux un récit un minimum dramatique, il faut que ton héros ait les épaules pour l'endurer. Et du coup, à ce moment-là, on met des ados pour pas que ça soit trop dur et de pas mettre en scène des enfants qui sont face vraiment à des problématiques d'adultes, comme Naruto a très bien pu le faire, justement. Mais c'est marrant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Dans le comics, ils vont les chercher plus vieux. À part Spider-Man, et justement, ils en jouent du fait que ça soit un ado, enfin, dans certaines versions de Spider-Man. Ouais, parce qu'il reste pas longtemps à l'école, normalement. Spider-Man, Spider-Man commence à peu près au moment où il démarre au Daily Bugle. Alors oui, non, c'est vrai que c'est peut-être un truc un peu vague entre la fin de ses cours, tu sais. Ouais, voilà. Mais tu sais, moi j'ai toujours aimé depuis très longtemps, et je me suis fait la réflexion sur les séries télévision de télé. Les séries télé pendant longtemps nous mettaient, et les films et les longs métrages nous mettaient sur tout ce qui était le genre, notamment la science-fiction, des comédiens d'un certain âge. Tu vois, tu prends les premiers Star Trek, les comédiens ils sont pas jeunes du tout. Il y a aucun comédien qui a 20 piges, quoi. Arrivé dans les années 2010, on a commencé à nous mettre dans les films, même dans les séries de super-héros, des comédiens qui avaient 20-25 ans, qui remplaçaient peu à peu ces personnages d'expérience, et on se retrouvait avec des capitaines, tu sais, des capitaines de bateaux, des capitaines de vaisseaux spatiaux qui avaient 25 piges. Mais tu peux pas être capitaine à cet âge-là, quoi. C'est un peu bizarre. Tu sens le seum. C'est pas légal, ça. Et en même temps, t'es passé vite, mais dans les années 90, c'était des héros enfants. Les Goonies, l'histoire sans fin, c'est des enfants, vraiment. C'est aussi ça qui a autant fonctionné, même si je pense qu'il y a des équivalents à l'heure actuelle de films vraiment pour enfants, avec des enfants. J'imagine qu'il doit y en avoir, je m'y connais pas assez. Il y en a quelques-uns, mais qui n'ont pas forcément autant de succès. Après, maintenant, le succès est à relativiser, parce qu'avec tous les canaux de diffusion qu'on a. Mais c'est vrai, je me suis fait aussi la réflexion qu'on est en train de terminer une phase ciné-télé de comédiens super jeunes, et qu'on revient à des vrais adultes vieux. Des vrais adultes. Comme des plus vieux que nous. Ouais. Et je suis content, et je suis assez content d'avoir passer la vague. Parce qu'ils sont en plus, avec l'âge, ils sont souvent meilleurs comédiens en plus. Puis c'est plus crédible, quoi, au bout d'un moment. Puis c'est un peu plus crédible, effectivement, d'être dans l'armée ou dans je ne sais quoi à certain âge, à des postes. Ça suffit, il est surdoué là. C'est ça, c'est clair. Passons à la suite de l'émission. En quelques mots, on va parler des vrais vieux. Vous savez, les vrais de vrais, ceux qui ont toujours été présents ici ou là dans les mangas cultes. On s'est concentré sur 4 mangas. Il fallait en choisir 4. Donc on en a choisi 4. On a choisi Dragon Ball, Naruto, Ranma 1/2 et Fairy Tail. Oui. Voilà, on a pris 4 mangas connus et on s'est posé la question, les vieux, à quoi ils ressemblent les vieux dans ces 4 mangas? Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, vieux égale maître.
Bien souvent, tu vois. D'ailleurs, Naruto, c'est le manga qui compte le plus de personnages adultes, je pense, au début de son histoire, dans ces 4-là. Et dès le début, ces adultes, c'est des sensei, c'est des maîtres qui ont des choses à t'apprendre. Et quand le premier vrai vieux qu'il y a dans Naruto, c'est le boss, quoi. C'est le Hokage, c'est le vrai boss du village, quoi. Donc voilà, c'est marrant, tu vois. Là, à l'époque, dans cette gamme de mangas-là, vieux égale maître. Voilà. On va dire dans le shonen classique, le vieux c'est le pilier parce que c'est souvent les grands-pères aussi qui élèvent les héros. On a eu Sangoku qui a été élevé par son grand-père. Sangohan. Ouais, Sangohan. Et puis il y avait même Ranma qui est élevé par son père qui n'a pas l'air d'une prime jeunesse non plus. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée que le grand-père se substitue à la figure paternelle. Enfin, qu'il est pas, qu'il est là vraiment pour transmettre son savoir, pour veiller sur l'enfant. Et puis bien souvent, c'est quand il disparaît que l'histoire commence. Oui, ou alors il a disparu depuis le début et c'est ça le problème. Oui. Et au final, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, je me lance dans le stand-up, il y a les vieux, on va dire, dans ces mangas-là, ils sont souvent responsables de la situation que les héros vont devoir affronter. Il y a une sorte de question d'héritage qui est assez intéressante, parce que c'est souvent de l'héritage tragique, et surtout on va voir comment la jeune génération va gérer ces mêmes problèmes, mais d'une manière différente, en ne reproduisant pas les erreurs des vieux. Tout en incluant malgré tout cette question de la question de la transmission, parce qu'à chaque fois, oui, ils doivent pas reproduire, mais ils doivent refaire. Ils doivent découvrir ce qui lui cachait. Oui, et ils doivent utiliser leur héritage. Oui. Là, malgré tout, le Rasengan de Naruto, c'est le Rasengan de son père, malgré tout. Et finalement, ils vont faire de nouvelles erreurs. Autant ils vont mieux gérer certaines situations. Par exemple, on prend l'exemple de Naruto, c'est ça. Hein, il gère mieux les situations de paix qui ont été créés par les anciens, mais au final il a des nouveaux problèmes qui arrivent et qui sont peut-être aussi en partie de sa faute. Et là c'est assez intéressant je trouve, parce qu'il y a quand même, on arrive dans des récits où il y a 2-3 générations qui vont devoir cohabiter ensemble, et là c'est intéressant même en termes d'échelle de puissance, ça devient très compliqué de faire évoluer un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée dans le même tu vois, dans le même monde, quoi. Ouais, puis l'auteur doit faire en sorte que le vieux il doit être sage mais fort mais pas trop, que tu dois avoir un Kakashi super balèze, des enfants qui, enfin tu sais, t'as tout un truc comme ça qui est assez délicat et qui est tu sais, ça doit être pointu, quoi, faut être précis. Bah ouais, c'est un peu souvent ça au final le problème, enfin je trouve dans ces récits-là, c'est qu'à un moment tu dois faire un marqueur générationnel, parce que la jeunesse prend le pouvoir. Et du coup, souvent ça complique un peu les échelles de puissance. Par exemple, tu vois que dans Dragon Ball, la transmission, elle s'est jamais véritablement bien faite, parce que Goku reste le plus fort. C'est comme ça. Il n'y a pas plus fort que Goku. Ni Sangohan, ni Sangoten, voire qui sont maintenant complètement aux abonnés absents. Ouais. Et du coup, normalement, c'est les enfants qui auraient dû prendre leur place, voire devenir plus puissants qu'eux. C'est bien ce que Goku annonce à Gohan quand il se combat contre Cell. Il lui dit tu es plus puissant que moi. Mais au final, il y a eu rétropédalage et ça complique. Il y a eu du licensing. Il y a eu du licensing et souvent, je trouve que c'est un problème pour gérer les échelles de puissance, parce que tu veux pas que ton perso soit ridiculisé par la nouvelle génération. Tu veux qu'il soit encore stylé. Mais il faut que le nouveau perso aille plus loin et soit plus fort. Et pendant toute une génération, tu parles de Dragon Ball, Tortue Géniale, Kame Sennin ou Posai, les vieux, c'est des pervers. Ouais. Mais c'est vrai ça, et en y réfléchissant. Mais moi je pense que c'est parce qu'il y a une sorte d'indulgence envers les personnes les plus âgées. Tu vois, ils ont pris, ils ont cette récompense d'être devenus les vieux. Et donc, ils profitent, quoi. Et il n'y a personne pour leur dire que ce qu'ils font, c'est de la merde, c'est pas bien. Et ils font comme ils veulent, ils s'en font qu'à leur tête. Ils en jouent, à Posei, ils en jouent beaucoup. Et oui, et c'est un ressort comique qui est ultra présent chez Takahashi, dans Ranma 1,5. Et surtout, moi, je trouve que c'est un des auteurs qui a fait les petits vieux les plus truculents de l'histoire du manga. Enfin, franchement, tous ces petits vieux sont à mourir de rire, et tu sens qu'ils sont là pour emmerder les jeunes et kiffer leur vie de vieux. Tu m'étonnes. Non, et puis l'idée avec tous ces vieux, mais aussi tous les jeunes, les garçons, les filles, les animaux, alors, tu vois, dans Ranma 1,5, je crois que l'idée avec ces galeries de personnages, c'est de représenter un maximum de personnes, un maximum de situations. Et donc les personnes âgées, ce genre de personnes âgées, ça fait partie soit de la vie, soit de l'imaginaire
collectif. Oui. Et donc c'est important que ça soit dedans, parce que bon voilà, on sera tous vieux un jour. On sera peut-être tous un peu pervers et vieux un jour. On continuera peut-être de lire des mangas. Faut nous représenter, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'il faut mieux représenter les vieux de manière plus cool. Oui. Dans l'ensemble, parce que ça va. Pour qu'on puisse plus se reconnaître dedans. Mais en tout cas, moi j'aime bien parce qu'il y a aussi une typologie des vieux. Enfin, tu vois, il y a plein de petites cases dans lesquelles t'as les vieux paternels comme Makarov, comme Papy Gohan, ou même Tendo-san. Tu vois, il est paternel et maternel à la fois. Il a élevé ses 3 filles. Mais t'as le bougon comme Jackie Chun, ou le pervers comme. Et le fêtard, parce qu'après ça, il est super fêtard. Et je trouve que c'est aussi une façon de dire aux jeunes lecteurs, mais la vie elle s'arrête pas une fois que t'es plus jeune, quoi. Tu peux être ce que tu veux, tu vois. Et même si Makarov par exemple est un bon exemple, parce que lui il fait plusieurs typologies. Oui. Il fait le pervers, le maître, le fêtard, il coche toutes les cases. Tu sais, c'est Mashima, il fait rien à foutre. Moi, je le mets, il met dans toutes les cases. Parce qu'ils sont là pour profiter. Ils ont gagné le droit, avec leur âge, de profiter. Oui, mais alors tous les persos de Mashima ont gagné le droit de profiter, je crois. Oui, c'est ça. Même les animaux en soi. Les animaux magiques aussi, ils ont le droit. Alors, je vais tenter une pointe d'extrapolation par rapport à ce qu'on a dit un petit peu plus tôt sur l'agisme que je ressens, tu vois, dans les mangas, où vraiment être trentenaire, c'est la honte, c'est pas bien. Et d'ailleurs, c'est encore plus marquant, je trouve, quand c'est 2 femmes qui s'opposent, une jeune et une un peu plus âgée. Là, le sale vieil, il part vraiment très vite. Et en fait, je me suis demandé si ça venait pas un petit peu des nombreux problèmes que le Japon rencontre avec ces personnes âgées. On sait qu'ils ont une population âgée qui est importante et qu'ils ne savent pas trop quoi en faire, au point que même les personnes âgées se font arrêter pour aller en prison, pour avoir un bon traitement là-bas, parce que sinon elles sont isolées toutes seules. Et je me demande s'il n'y a pas un truc peut-être un peu inconscient, tu vois, qu'on pourrait trouver dans les mangas. C'est un peu des personnes qui ne servent plus à rien, tu vois. C'est place à la nouvelle génération. Et on s'en fout un peu de ces vieux qui sont au final dans la société un peu comme des boulets. Et parce qu'en plus tout le monde connaît le Japon pour ça, tout le monde est au courant de la situation démographique du Japon. J'imagine que c'est un peu la honte quand même aussi, tu vois. Ouais, t'as entendu quoi, Julie ? Moi je sais pas, je dirais que au risque de me répéter, je pense que plus que la haine du vieux, c'est aussi une espèce de, tu vois, une fois que t'es devenu vieux, t'as cette revanche à prendre sur l'âge, parce que si tu vas au Japon, dans tous les médias, il y a que des jeunes. Ils sont très peu représentés, les vieux, très vieux, parce que on parle du 2e âge, 3e âge pour on va dire les persos qui nous intéressent là, mais au Japon il y a le 4e, voire le 5e âge. Il y a des personnes qui ont plus de 90 ans et qui sont pas du tout représentées dans les médias. Donc là, je trouve que eux, ils sont. Enfin, je pense que. Ça aussi, ça veut dire quelque chose, mine de rien. Takahashi, quand je dis ces persos de vieux, ils sont truculents, mais moi, je pense que c'est ça. Enfin, c'est un peu faire la nique à ce jeunisme ambiant qui est hyper présent partout, et de leur dire attendez, on est là et c'est nous qui avons été là avant vous, donc laissez-nous profiter. Et ok, on n'est peut-être pas sympa tout le temps, mais on est là quand même. Tu vois, même effectivement, Mashima, quand il fait un Makarov plein de vie comme ça, je pense que ça veut dire quelque chose. Encore, Makarov est pas si vieux. Quand on prend le 3e Hokage, Hiruzen Sarutobi dans Naruto, il est très très vieux quand même, et il est très très balèze. Ouais. Et puis il fait l'intendance en fait. Il remplace quelqu'un qui aurait dû être là depuis plus longtemps. Mais bon, je pense qu'il y a aussi cette idée d'avoir survécu dans une société hyper compétitive. Et d'être enfin libéré de ce regard de compétition et de ne plus être le meilleur vieux, tu vois, genre non, je suis là pour kiffer, foutez-moi la paix, quoi. Mais je pense qu'il y a un truc très sociologique auquel on va pas répondre dans cette émission, effectivement, mais il y a plein de questions à se poser. On vous donne des petites pistes comme ça et on vous laisse vous poser aussi toutes ces questions. Pour finir cette émission, je vous propose qu'on revienne sur 4 mangas qui mettent en avant une personne plus âgé que dans les shonen dont on parlait en tout début d'émission. Je vous parle d'une Sacrée Mamie, de BL Métamorphose, de Candy et les cigarettes et de Last Hero Inuyashiki. Je commence, si vous le voulez bien, par une Sacrée Mamie. Ça parle de quoi ? On est au Japon à la fin des années 50 et on suit la vie du jeune Akihiro, un garçon de Hiroshima confié du jour au lendemain à sa mamie dans une petite ville, à la campagne,
parce que sa mère n'a plus les moyens de s'occuper de lui et découvre alors la vie à la campagne et surtout le mode de vie très spartiate de sa mamie, ponctué du gamin qui fait « Mamie, j'ai faim !» Mais non, tu te fais des idées, retourne te coucher. Mamie, j'ai faim. Mais non, ça c'était dans ton rêve que t'avais faim, retourne te coucher. C'est parce que tu crois. Et c'est toujours comme ça. Et elle l'embrouille et lui, effectivement, au du haut de ses 6 ans, il se fait avoir à chaque fois. Ah ok. Et donc il crève de faim. Et il crève Mais non, parce qu'elle s'occupe super bien de lui et c'est une nouvelle vie qui est vraiment haute en couleurs et en surprise pour ce petit binôme sur lequel on pose rapidement un regard vraiment plein de tendresse. C'est réédité en édition double en 5 volumes à 15€ l'unité. Il y a le 1 qui vient de sortir, mais c'est des sacrés pavés. C'est une sacrée mamie, mais c'est des sacrés pavés. Et je crois que le coût horaire de lecture me semble pas même. Vraiment pas mal. Voilà, je vous le dis. Et je sais pas si vous vous souvenez de Aya, conseillère culinaire, c'était la même personne au dessin du manga, même dessinateur. Et sinon, c'est une histoire autobiographique adaptée de son roman de Yoshichi Shimada. Donc toutes les histoires sont romancées, mais vraies. Oui. D'accord. Oui. Et c'est ça qui est intéressant dans un manga qui est une véritable déclaration d'amour pour les mamies. Oui. Vraiment, pour les grands mamies, peu importe. Il y a une plongée historique, donc on est fin des années 50, début des années 60, qui vont donner un cachet encore plus réaliste à la lecture, surtout pour nous occidentaux, tu sais, on connaît pas cette campagne japonaise là, on connaît pas ses us et coutumes, on connaît pas ce truc de manger du riz tous les jours, même nous on n'a pas connu ça, de manger la même chose tous les jours, à part à la limite quand on est étudiant pendant 2 ans on bouffe des pâtes, mais tu vois on n'a pas connu ce truc de la galère de ces... Ouais c'est ça. Et en même temps, on l'a pas connu, on découvre une campagne japonaise de il y a 60 ans qui est assez étrange, et en même temps ça m'empêche pas d'y voir une certaine identification avec les campagnes françaises. J'ai l'impression que les deux, campagnes françaises et campagnes japonaises, ont bien plus à voir que ça n'y paraît. Et ayant moi mes grands-parents qui viennent vraiment de la campagne d'un bled de 300 habitants, et de ce que je me souviens et de ce que je retrouve dans une sacrée mamie, je retrouve des choses qui sont super intéressants, et je vois des parallèles même dans la façon gaillarde de se comporter qu'a la mamie. Chez moi ça se comportait pareil. Mais c'est marrant, en mode vraiment gaillard. On n'a pas trop de récits franco-belges comme ça, tu vois, comme typiquement avec ce pitch là que tu viens de dire qui est quand même intéressant, où il y a quelque chose à dire. Bizarrement en franco-belge j'aurais pas d'équivalent et pourtant, un récit rural, tu vois. Et pourtant des mères seules ou des grands-mères seules avec les enfants, parce que bien sûr, avec la guerre qu'il y a eu juste avant, forcément il y a eu des situations où c'était grand-mère et petite fille ou grand-mère fille qui se retrouvaient seules, et je pense que ces sujets-là il y en a eu, et là c'est d'autant plus marquant que la mère confie son fils à sa mère, donc le gamin va chez sa grand-mère sans le prévenir, elle le pousse dans le train au dernier moment. Dur, ouais. C'est très très dur au début. Ah, tiens. C'est vraiment, ça me rappelle des départs en vacances. C'est pas vraiment. Et t'es pas bien au début, tu fais mais c'est dramatique. Oui. Et après très vite on te montre, mais je pense que c'est une histoire vraie en plus. C'est ça qui me fait d'autant plus mal au cœur. Et, je comprends. Et le récit, le gamin prend ça tellement bien, et en plus au début il arrive à l'école à la campagne, il vient de Hiroshima, donc c'est une grande ville, et malgré ce qui s'est passé 15 ans plus tôt, il fait croire à tout le monde que il mène la belle vie, qui vient de la grande ville, qui vient de la grande ville, qui connaît tous les joueurs de baseball de Hiroshima. Bien sûr. Alors qu'en fait sa grand-mère elle prend des sacs de riz pour rafistoler son pantalon, et donc tout le monde se moque de lui à l'école. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et on alterne entre des petits moments de bonheur avec des moments un petit peu de honte pour lui, mais qui ont une vraie valeur dans sa formation, parce qu'après Yoshichi Shimada est devenu humoriste plus tard et comédien, donc voilà, c'était autant de choses qui ont construit sa vie. Et donc voilà, ça s'appelle Une sacrée mamie, et tous les soirs là, depuis quelques jours, 2-3 semaines, je me lis un petit chapitre avant de me coucher tous les 2-3 jours, et je suis très content. C'est un bon traitement, ça. Ouais, c'est un bon traitement, je suis bien d'accord. Après Une sacrée mamie, tu voulais nous parler, Julie, de BL Métamorphose. Oui. Là aussi, on est sur un 3e âge et un joli binôme. Exactement, parce que je pense que ça pourrait se résumer. Et si on pouvait être amis avec une personne âgée ? Parce que c'est ce qui va arriver en fait à Urara, qui est lycéenne, qui est assez taciturne et qui adore lire, qui adore les mangas. Et durant son petit boulot à la librairie, elle conseille une professeure de calligraphie, Madame Yuki Ichinoi.
et en lui proposant donc de lire du boys love. Et contre toute attente, donc la vieille dame va être complètement happée et passionnée par cette histoire et elle va chercher quelqu'un avec qui partager sa passion, sa nouvelle passion. Et donc elle va devenir de plus en plus proche de Urara jusqu'à devenir la confidente de la jeune fille qui secrètement voudrait devenir mangaka et dessiner du boys love, etc. Et donc elles vont l'emmener dans les conventions, enfin des trucs vraiment très très touchants. Et c'est en 5 volumes, publié chez Kiun en France. Et donc c'est écrit par Kaori Tsurutani. Et c'est un très joli récit qui est en tout cas vraiment loin de l'âpreté en fait d'une sacrée mamie, parce que les sociétés japonaises, elle a évolué quoi. Oui, là on est dans notre monde contemporain. Oui, c'est 2017-2021 pour les dates de publication, et on est vraiment dans le Japon actuel. Donc je trouve qu'il y a vraiment une espèce de douceur, de bienveillance qui se dégage de toute la série. Et il n'y a pas, il y a aucune prétention, mais ça touche également à des thèmes qui sont devenus très préoccupants, très fréquents. Donc évidemment l'isolement des personnes âgées, mais également des gens dans la société japonaise, parce qu'on n'arrête pas de lire des histoires de mangas d'ados qui sont complètement perdus, qui n'ont pas d'amis, qui ne savent pas à qui parler, etc. Mais il y a obligatoirement des retraités qui sont dans la même situation. Exactement. Et donc il y a cette idée aussi de partager une passion, le sentiment de ne pas être en phase avec son époque, parce que du coup Ichinoi elle se retrouve à lire avec du BL, et ses copines elles lui font mais vous lisez quoi, qu'est-ce que c'est, enfin, donc non, je trouve que c'est vraiment c'est un très très chouette récit. Et je sais pas, j'ai l'impression, enfin, je veux pas dire que c'est une tendance, mais je sais que là, donc il y a eu les résultats du dernier concours Taisho qui sont tombés. Ouais, gagné par un manga qui va sortir chez Kana au début de l'été, qui s'appelle Darwin Incident. Oui, exactement. Mais parmi les sélectionnés, qui étaient au nombre de 10, l'avant-dernier, c'est donc Umi ga Hashiru Endororu. Et donc, dans ce récit-là, on a à peu près la même histoire d'une jeune femme ou d'une étudiante, je crois, qui va se rapprocher d'une vieille dame par le biais du cinéma. De lui faire redécouvrir la joie d'aller au cinéma, de revoir des films, etc. Et donc, je trouve que c'est vrai que ça devient un sujet quand même au Japon, puisque comme on disait tout à l'heure, depuis, donc, en tout cas 2014, les plus de 65 ans représentent plus de 25%, 26% de la population japonaise. Donc c'est énorme, et ça devient... oui, il y a plein de sujets de société qui vont devenir problématiques, de plus en plus problématiques. Et même de manière purement capitaliste, ça reste un segment à attraper peut-être. Exactement, peut-être ça va être aussi une nouvelle cible, un nouveau lectorat. Après, donc, moi je trouve ça génial. Enfin, tu sais, je me suis toujours dit, mais quand tu seras à la retraite, tu pourras te découvrir une passion, je sais pas, pour le jeu vidéo, je pourrais me mettre à fond sur Magic. J'en sais rien, tu sais, mais t'as du temps, t'as toute la journée. Tu pourrais apprendre à jouer à Magic, j'en sais rien. C'est marrant que tu dises ça, parce que cette semaine, j'ai vu un tweet passer de Fibre Tigre qui disait qu'il était en contact, il donnait pas d'infos, mais il parlait d'une maison de repos, une maison de retraite autour du jeu de rôle et et je trouvais le principe super cool, tu vas te dire, oui, en fait, c'est pas parce que t'es vieux que t'es obligé de rien foutre de tes journées et à regarder Drucker. Et je pense qu'il y a aussi un truc de génération qui va changer à ce niveau-là aussi. Je pense qu'effectivement, à la retraite, on jouera peut-être beaucoup plus à Civilisation. Et... oui. Moi typiquement, j'ai jamais joué à Age of Empires, je sais pourquoi. Je me garde. Donc BL Métamorphose aux éditions Kiun, tout est déjà sorti. Parlons maintenant de Candy and Cigarette, l'histoire d'un duo composé d'une jeune enfant de 11 ans, tueuse à gages et as de la gâchette, et d'un homme de 65 ans, garde du corps à la retraite, qui a repris du boulot pour avoir les moyens de soigner son petit-fils. Là aussi, on est dans une situation assez emblématique. Ensemble, ils effectuent des missions. Elle tue, lui nettoie. Mais leur but, c'est d'assassiner des criminels de haut rang contre qui la justice ne peut rien faire. Ils ont d'ailleurs une cible principale qui devient plus ou moins le premier fil rouge de l'histoire. Un manga en 11 volumes de Tomonori Inoue qu'on retrouve en ce mois d'avril avec le manga Copelion, sa précédente œuvre, qui sort dans la fameuse collection XS dont on a parlé dans la précédente émission. Et puis Tomonori Inoue qu'on retrouve aussi avec le tome 9 de Candy and Cigarette qui sort ce mois-ci. Et là, le personnage vieux est le pendant de l'héroïne qui elle a 11 ans. Ils forment vraiment le binôme improbable.
Oui. Et lui souffre de la société, pour le coup. Et lui, effectivement, on est dans une réalité sociale où trouver du boulot au Japon quand on est là à la retraite, c'est quelque chose d'assez présent. Ouais. Oui. Qu'on connaît pas forcément ou pas encore en France. Ouais, ça va peut-être venir. Ça va peut-être venir, mais effectivement, c'est un truc assez présent. J'en ai toujours entendu parler, en tout cas, au Japon. Et puis c'est marrant, c'est que là où lui est censé être le sachant du binôme, et que la petite... elle est censée apprendre de lui. Alors, soit elle va apprendre de lui, tu vois. Il y a une transmission sur des valeurs et tout, mais elle est plus douée que lui. Aïe. Oui, et puis elle connaît mieux le boulot, quoi. Il y a un truc où lui a pas le choix s'il veut sauver son petit-fils, donc il doit s'asseoir sur certaines valeurs. Et donc là, il y a quand même une espèce de petit combat interne, alors que la petite, elle est très candide, elle est très ouverte, elle fonce, tu vois, tout simplement. Exactement, mais en même temps, lui, il comprend le pourquoi du comment ensuite. Avec le but ultime de l'agence, et là effectivement il commence à accepter, et lui aussi il va se muer, il va se transformer, enfin de toute façon les deux se transforment, c'est le but d'un binôme, hein, c'est que l'un influence l'autre, tout simplement. Il est trop bien ce manga, hein. On n'en parle vraiment pas assez, mais il est vraiment excellent, hein. Candy and Cigarette aux éditions Saka, un dernier manga. Allez, pour finir cette émission, parlons un peu de science-fiction, parce qu'on aime bien parler de SF dans la 5e de couve. Je vous parle un instant de l'Astiro Inuyashiki. On suit donc la vie de Ichiro Inuyashiki, qui n'était qu'un gigantesque amas de désespoir. Jusqu'à sa renaissance en tant que cyborg suite à un événement venu de l'espace. Je vous donne pas les détails. Il s'est alors découvert un nouvel objectif, venir en aide à son prochain. Mais en parallèle, Hiro, un jeune homme qui a subi le même phénomène que lui, décide d'utiliser ses nouveaux pouvoirs de manière bien plus cruelle pour tuer des gens globalement. Et c'est par l'auteur de Gantz et de Gigante qui retranscrit le meilleur de l'être humain à chaque manga. C'est évidemment très ironique. Ici on a l'âge au service de la science-fiction. Ouais, c'est bien. Une personne âgée en tant que héros de SF, effectivement, c'était ça change, on l'a pas forcément beaucoup vu. Et avec ce personnage, on avait tous les stéréotypes en plus qui permettent d'imaginer assez facilement toutes les raisons du mal-être d'une personne de cet âge-là, avec sa fille et ses enfants au Japon. C'est ça, qui le traite très mal, et ça on l'a vu dans beaucoup d'œuvres, que ce soit en roman ou en manga. Mais d'habitude c'est un aspect. Là il les a tous. Là il les a tous. Il a coché le package. De toute façon il veut se suicider, et c'est en voulant se suicider qu'il devient ce qu'il devient. C'est un manga de science-fiction, mais de ce point de vue-là du 3e âge au Japon, j'ai l'impression que c'est un des plus réalistes sur la situation vraiment des personnes âgées. C'est très précaire. C'est vraiment très précaire, et puis t'as un désespoir sentimental, quoi, vraiment. Puis même au tout début du manga, il déménage. Et il arrive, il montre la nouvelle maison qu'il vient d'acheter, il s'est endetté. Faut savoir qu'au Japon, on s'endette des fois sur plusieurs générations pour acheter sa maison. Alors encore plus dans les grandes villes, mais... Et il arrive, il est heureux, et elle est contente. Bon, elle a pas l'air très sympa non plus, sa femme. Hein. Et la fille, c'est la pire. Et alors la fille, les deux enfants, les deux gamins, ils sont horribles, la déception... Ouais, mais moi, de mémoire, je me souviens que ça avait été un peu choquant, de voir justement l'image de cette, tu vois, d'une personne. On dit personne âgée, mais on peut aussi parler de personnes fragiles. Oui. Parce que ils sont plus dans la fleur de l'âge, ils ont perdu à tous les niveaux, physiquement, des fois mentalement aussi. Ils se retrouvent toujours, tu vois, à être quand même très très, comment dire. En proie à beaucoup de phénomènes d'une société qui n'a pas de scrupules, vraiment, à exploiter des gens. Et là, je trouve que vraiment l'idée d'utiliser cette personne fragile dans un contexte aussi violent pour ensuite questionner des valeurs aussi, tu vois, dures que le bien, le mal, etc. C'était vraiment un très bon coup, quoi. D'autant qu'il y a un truc de représentation assez forte, parce que assez vite, il se retrouve à se battre torse nu. Et on voit un homme de cet âge torse nu, avec un vieux corps, mais très balèze, parce que il est totalement cyborg, mais c'est aussi très impressionnant. Et puis en plus, il s'est amusé. Enfin, tu vois, pour Oki, c'était assez intéressant, je pense, pour lui, d'inverser les valeurs, puisqu'il a la personne âgée qui aurait pu devenir un grand méchant. Parce qu'il serait dépité. Qui veut mettre son pouvoir au service du bien et pour sauver les gens. Et en face, on a le jeune héros qui a toute la vie devant lui, qui lui décide de devenir limite un serial killer. Enfin, qui devient un serial killer, quoi. C'est la sagesse contre l'envie, le désespoir face à l'ambition. Il y a un miroir qui est hyper intéressant, qui est hyper malin en plus. D'ailleurs, ça me fait penser, mais en fait, le Inuyashiki, c'est le proviseur de GTO, qui a un peu vieilli, tu vois. Mais c'est lui, avec sa voiture, avec sa maison. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs assez intéressants, mais
il y a plein de personnages âgés assez importants dans le manga, mais je trouvais ça marrant effectivement là depuis 2 ans, là 1 an et demi, qu'on en ait autant d'un coup qui arrivent en même temps, et voilà, ça me ça veut peut-être dire un petit quelque chose. Le temps de le dire. Hein. Le temps de vous le dire exactement. Spy Family de Tatsuya Endo, c'est 7 tomes en France pour l'instant. Il y en a un 8e qui arrive en version normale et collector le 12 mai prochain. Sakamoto Days de Yuto Suzuki. 2 tomes dispo, le 3e début juillet, juste avant Japan Expo. Puis Kaiju 8 de Naoya Matsumoto, le tome 4 sort donc cette semaine. Le 5 va arriver vite, ce serait pour début juin. Puis n'oubliez pas de vous intéresser à sa précédente œuvre, où il n'y a pas forcément de personnage âgé, mais qui s'appelle Pochi et Kuro, qui était vachement bien. Ouais, qui était très cool. Puis j'ai pas cité les éditeurs. Spy Family, c'est aux éditions Kurokawa. Sakamoto Days aux éditions Glénat. Kaiju 8 aux éditions Kaze. Lastiro Norishiki aux éditions Kiun. Candy and Cigarette aux éditions Saka. BL Métamorphose chez Kiun également. Et puis j'en ai oublié une sacrée mamie aux éditions Delcourt Tonkam, exactement. Et merci à Pika du coup. Oui, c'est le fameux. Merci d'avoir écouté cette émission, merci de nous avoir suivis, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une émission zen, vacances, tranquille. Ça va les gars, là, ralentissez là, on ralentit un peu. Exactement, ça sera nos vacances de Pâques, vous verrez plus de cheveux blancs. J'espère que Cagnard jouera au lapin. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, salut.